présente est là pour y répondre au mieux. Voilà, donc on démarre l'enregistrement. Très bien, donc je crois qu'il m'appartient d'ouvrir après vous ce séminaire. Oui, Pour vous remercier au nom de Didier Jaffre et l'équipe de l'Agence régionale de santé d'avoir organisé cette soirée. Merci Madame Baron pour votre activité, l'activité déployée et toute la force que vous avez mis dans l'organisation de ce webinaire. Merci à la DAX 66, au SMIT, aux structures labellisées ou partenaires, euh, Standard Guerrero bien évidemment, au titre de l'activité déployée auprès des usagers. Et Dieu sait si c'est important. La clinique Astroland, bien sûr, et le SMIT, bien évidemment. Comme vous le savez, mais j'ai souhaité le rappeler en liminaire, 5 ans après le début de la pandémie Covid-19, en France, on estime qu'il y a 2 millions de Français, soit 4% de la population, qui ont développé une forme longue de la maladie, tout variant confondu, dont 600 à 700 000 cas très sévères ou ayant de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des patients. Euh, Selon une estimation réalisée par l'INSEE, dans le département 66 représente à peu près 500 000 personnes au 1er janvier 2025. Et donc, si on applique ce taux de 4%, ça serait 20 000 patients qui sont susceptibles d'avoir développé un COVID, une forme longue de la maladie dans les PO. Vous voyez, c'est pas neutre. Euh, 5 ans après l'apparition des premiers cas de Covid-19, la maladie continue de rythmer le quotidien de nombreux patients et les confronte à de nombreux écueils, celui de l'errance médicale, celui des difficultés professionnelles, celui des difficultés sociales. Il nous appartenait au niveau de l'Agence régionale de santé d'essayer de trouver des moyens pour réguler tout ça. C'est notre rôle dans le cadre de notre mission de santé publique. Le rapport des économistes évalue aujourd'hui le coût du Covid long en France à 21 milliards d'euros chaque année, ce qui est loin d'être non. neutre et ce qui représente à peu près 6% du PIB, coût non négligeable, d'autant plus que ceci ne comprend pas les coûts de santé liés aux soins. Le Covid long en Occitanie a rapidement été un sujet que nous avons mis sur la table au niveau de l'agence, grâce à Pierre Cordeau et Didier Jaffre, qui ont rapidement compris les enjeux en termes de santé publique et la nécessité de se mobiliser sur le sujet. On est la seule région en France à l'heure actuelle à avoir développé un parcours de soins qui soit territorial et pluridisciplinaire. Cette exception nous a conduit à travailler avec le médecin conseil national de la CNAM, mais également et peut-être surtout avec la HAS pour rédiger les recommandations du Covid long de l'adulte, hein, que vous connaissez probablement, qui ont mis en avant cette notion de parcours avec la nécessité de prise en charge par les différents acteurs locaux. Les acteurs locaux, quels sont-ils? D'abord la médecine de ville, bien évidemment, ou vers qui le patient va se tourner en première intention, mais également les 13 cellules de coordination post-Covid qui ont été identifiées et portées par les DAC, les 19 SSR labellisés Covid long auxquels vous pouvez avoir recours,
mais également les 6 centres de recours de médecine Covid long qui maillent notre territoire. Donc, vous le voyez, un territoire occitan maillé à l'échelle de chaque département, avec le soin d'avoir un interlocuteur en capacité de répondre aux besoins des professionnels de santé et la possibilité d'un adressage le plus efficace, en tout cas nous le souhaitons, possible. Sur le champ, si on fait un focus sur les PO, on a quatre acteurs principaux. Outre sur le champ MCO, on va retrouver le SMIC ici présent lors de ce webinaire, avec un engagement du docteur Léa Colombin et de ses équipes. 3 SMR labellisés, dont un partenaire, l'établissement Le Floride, l'établissement La Pinède et la clinique du souffle à Solane au Cégin. Tous ces acteurs sont en mesure d'apporter des réponses aux professionnels de santé que vous êtes et peuvent répondre à un besoin d'orientation qui peut être identifié par les DAC sans aucune difficulté. Alors, le parcours de soins qu'on a construit, quel est-il? Bien sûr, il part du patient. Pardon? Ah, pardon. Il part du patient qui s'adresse à son médecin traitant et qui va avoir comme interlocuteur les 13 cellules de coordination départementale post-Covid portées par les DAC. Et là, 2 solutions, situation simple, situation complexe. Situation simple, bien, on va avoir les acteurs que sont les CPTS, les médecins traitants et spécialistes identifiés. Et dans le cas des situations complexes, les 6 centres de médecine labellisés ou les 19 SMR labellisés, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec la volonté d'être au plus près des territoires vous concernant, avec les établissements pour vous que sont le CH de Perpignan, le SMIT et les cliniques Le Floride, la Pinède et la clinique du Souffle qui pourront répondre à vos besoins. Parcours de soins territorial, je vous le disais, et pluridisciplinaire, qui répond et vous allez retrouver dans la recommandation HAS que vous avez à disposition sur le site de la HAS, mais également sur le site de l'Agence régionale de santé Occitanie, qui se décline en quatre items que sont les objectifs de ces centres, les équipes, l'orientation et le profil des patients. L'objectif de ces centres, donc, c'est diagnostiquer, établir un plan de soins personnalisés, orienter, évaluer les patients. Au cours de ces centres reposant sur un diagnostic d'élimination, mais je laisserai sur ces terrains les médecins prendre la parole et décliner plus avant les fonctions et la qualité de prise en charge qu'ils assurent. Les équipes, elles sont constituées d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière coordonnatrice et d'un assistant de recherche clinique qui sont financés par l'ARS. Alors, l'objectif a été pour nous d'être en capacité de récupérer des données statistiques nous permettant de coter quelque part le parcours, de l'analyser et d'en faire les remontées nécessaires afin de voir si on était bien, en fin de compte, dans les objectifs qu'on s'était fixés et si on était bien en capacité d'identifier des patients et les faire entrer dans le parcours selon les critères partagés de la communauté médicale.
Orientation préalable des patients, cette prise en charge, elle est nécessairement faite après orientation par la médecine de ville ou par notre service hospitalier et les dates, avec l'idée d'une prise en charge réactive, une prise en Mm. charge qu'on souhaite rapide, mais également une prise en charge qui soit soucieuse des intérêts financiers partagés notamment par l'assurance maladie, euh, qui, notamment quand on est en situation d'errance, vous le savez mieux que quiconque, provoque donc des dépenses médicales euh, conséquentes pour l'assurance maladie, car on multiplie les diagnostics, on multiplie l'imagerie, on Vraiment. multiplie Mm. les rencontres avec des spécialistes, et tout ça a un coût. Donc l'idée était de réduire ce délai, ces délais, c'est réduire les parcours et aller vers les sachants. C'est pour ça qu'on a fait le choix de labelliser CMCO. Concernant le profil des patients, c'est pour les patients très complexes, pour les patients très complexes et qui auront des symptômes prolongés. On considère qu'à partir de 4 semaines et jusqu'à 3 mois, on est dans l'hypothèse de patients très complexes qui nécessitent l'orientation vers ces cellules et une prise en charge adaptée si nécessaire, dans les SMR. Je vais laisser Sylvain Privat prendre la suite au niveau des données statistiques. Sylvain, Bonsoir. travaillant au sein de l'Agence régionale de santé, au sein de la direction de l'offre de soins. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je m'occupe un peu plus de la partie hospitalière, et encore que sur la partie médecine et SMR, même il y a pas mal de référents à l'intérieur de notre service. Peut-être sans rentrer dans les données, parce que vous n'êtes pas venu ce soir pour qu'on aille fouiller les données, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on essaye de faire. Alors, on a encore beaucoup de progrès à réaliser. Donc, d'abord, c'est pour vous dire, par rapport à ce que vient de dire Éric Donadieu, que parmi les 6 centres de médecine spécialisés dans la région, il y a 13 départements et vous avez la chance quand même d'en avoir un. Donc, il ne faut pas hésiter en termes d'accès à le mobiliser. Et nous, on suivra en termes d'accompagnement l'arrivée des patients complexes vers ce centre de médecine du centre hospitalier de Perpignan. Vous dire qu'il y a eu 16 patients. Alors, nous, on espère que ça, on sait qu'il y en a plus dans votre département. Et ces patients-là, comme ça a été dit et ça va l'être dit, comme dans toutes les maladies chroniques, au plus vite on est pris en charge, au mieux c'est. Donc nous, l'idée, c'est que on a structuré notre métier, on se demande des fois ce que fait l'ARS, mais c'est de positionner des centres et de financer, de faire en sorte que les équipes soient en place. Mais encore faut-il que l'information soit connue et que l'orientation, depuis notamment les médecins généralistes, eux-mêmes informés, bah, ils puissent orienter rapidement ces patients. Et vous voyez qu'on a eu que 16 patients. Alors, c'est mieux que rien, mais nous, c'est des chiffres qui sont en deçà de ce qu'on voudrait. Et donc, on doit se revoir avec le centre hospitalier de Perpignan. Mais lui, finalement, il répond qu'à une demande qui lui est adressée. Et c'est bien là tout l'objet de ce type de soirée. C'est de vous dire, vous avez la chance d'avoir un service de médecine formé et motivé, parce qu'il faut quand même des équipes qui le soient pour s'engager dans ces démarches qui ne sont pas reconnues partout. Vous avez la chance d'être dans une ARS qui s'est engagé là-dedans. Et pour vous dire les choses, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce qu'on a fait. Donc voilà, 16 patients, c'est pas énorme. Vous avez bon, les chiffres d'activité, mais je ne vais pas rentrer dessus. Après, pour vous montrer sur la diapositive suivante, quand elle arrivera, voilà que l'origine des patients, vous voyez qu'elle est essentiellement des PO, mais bon, sur le chiffre qu'on considère, c'est pas significatif. Mais l'idée, c'est que Perpignan est en capacité, pour nous, dans notre structuration, parce qu'il y a Montpellier, Perpignan et Toulouse, et puis maintenant il y a Tarbes, de drainer aussi des patients des départements limitrophes, évidemment. Donc on ne désespère pas de voir non seulement le chiffre des PO monter, mais celui de l'Aude et d'autres départements venir
consulter et mobiliser les équipes du SMIT, hein, puisqu'il s'appelle comme ça, des maladies infectieuses du CH de Perpignan, que les modalités d'adressage, ben, c'est encore une fois un des sujets, parce que nous, un parcours de soins, ben, il faut rentrer un moment dans ce parcours. Et tant qu'on n'a pas touché l'établissement et les professionnels qui sont spécialisés, ben, on perd du temps. Donc, vous voyez que c'est essentiellement quand même les médecins généralistes là, sur la représentation en cercle de droite qui sont les adresseurs de ces patients. Et après, on peut aller voir sur les diapositives suivantes. Mais encore une fois, alors là, celle-là, je passe, hein, mais c'est pour vous donner une idée on essaye avec les établissements tous les 6 mois, voire tous les ans, de leur demander leurs forces et leurs faiblesses, comment vous analysez votre activité, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit encore plus attractif. Donc ça, c'était juste pour vous donner ces aspects-là, mais après, bon, voilà, c'est des éléments qu'on fait en interne pour aller au bout et analyser chacun des sujets, donc l'adressage en sortie de Perpignan, de centre hospitalier, où c'est que les patients se dirigent, pourquoi, après, est-ce que vous gardez un contact avec eux? Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Donc ça, c'était pour vous montrer l'envers du décor et vous dire que on essaye de regarder ça et avec tous les autres centres et sur les autres départements. Sur la diapositive suivante, je pense qu'après, on doit passer voilà, au centre. Donc, vous avez une répartition, c'est ce que j'expliquais juste avant. Vous voyez Perpignan en bas, et après, ben, il y en a deux à Montpellier, deux à Toulouse. Et puis, vous voyez celui de Tarbes et le vôtre. Donc, vous imaginez qu'il y a une série de départements qui n'ont pas de localisation comme vous, de centre de médecine. Donc c'est quand même une chance dont il faut se saisir. Et sur la partie de droite, vous avez l'activité en fonction des départements. Et vous voyez, il y en a un certain nombre où on n'arrive pas à drainer parce que nous, du point de vue des statistiques, on sait que, évidemment, en rapport avec la population, il y a un pourcentage de personnes qui sont atteintes du Covid long. Et voilà, et encore une fois, c'est de les capter, de les attraper vraiment au bon sens du terme, et qu'elles rentrent dans ces centres de médecine ou après des centres de moyen séjour, ou en tout cas des gens qui sont dans ce parcours de professionnel. Diapositive suivante. Donc ça, c'est de la même manière le bilan qu'on a pu faire avec eux. Donc il y a vraiment un bilan qui avait été fait à 2 ans, qui a vraiment confirmé, mais là on vous livre les choses telles qu'elles nous parviennent en toute transparence, hein. Il y avait vraiment une validation du fait que cette consultation initiale était très pertinente et voilà, et qu'il fallait une organisation interne. Par rapport à d'autres sujets en médecine, quand ils arrivent, pour vous donner un comparatif, tout le monde voit un peu ce que c'est la chirurgie ambulatoire. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que en médecine, ce qu'on a fait, c'est qu'un patient, bon, il a une première consultation, mais après, normalement, sur une journée, il peut avoir toute une série, une batterie de bilans adaptés à son cas personnel, qui font que ben, s'il a un problème qui est plutôt moteur, neuro, psycho, etc., l'établissement s'est mis à disposition pour proposer aux patients de checker tous ces paramètres et en fin de journée d'avoir une idée précise sur sa situation. Donc c'est quand même ça l'idée de ce dispositif et de ces centres de médecine comme vous avez au SMIT. Voilà, diapositive suivante, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je D'accord. vous livre les idées et forces qui vous faut retenir, puis après on pourra revenir sur des points. Du coup, vous comprenez que dans le parcours de prise en charge, il y a ce qu'on appelle le court séjour, la médecine, puis après, il y a l'après. Alors, l'après, il y en a 90% qui vont voir des kinés ou des orthophonistes ou des professionnels qu'on appelle, nous, de ville. Et puis après, il y a une série de centres de moyen séjour qu'on a identifiés, qui ont déposé une candidature. Il y en a 19, donc on a essayé de couvrir, là, pour le coup, tous les départements. C'est pour ça que vous avez une fois la chance d'en avoir deux, voire trois, puisque on sait qu'il y a plusieurs établissements qui sont mobilisés dans cette prise en charge. Après, là aussi, vous voyez, vous comprenez, il faut qu'on fasse du lien entre le centre de médecine, ces centres de moyen séjour, les professionnels de santé libéraux que vous êtes, et pour que tout ça converge avec les usagers, évidemment, qu'on n'oublie pas là-dedans. Donc, bah, de la même manière, eux, ils vont avoir un rôle au moins d'accueil du secteur hospitalier, mais là de moyen séjour, et ils ont normalement la capacité à faire des bilans, notamment sur des spécialités, mais que vous verrez avec Jérôme Larcher tout à l'heure,
neuro, moteur, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces centres labellisés. Et à la diapositive suivante, vous avez l'implantation, donc ça correspond à ce que je viens de vous expliquer avec la couverture, à part dans le 82, vous voyez que toute la région est couverte au moins par un centre. Ce qui veut dire que dans les départements où il n'y a pas, eh ben, il y a au moins un centre de moyen séjour qui est là. Mais pour votre cas à vous, puisque le sujet ce soir, c'est vraiment de parler de votre réalité, vous voyez les deux centres qui ont été labellisés. Après, c'est pas parce qu'ils ont été labellisés que ça veut dire que tout va très bien, mais en tout cas, nous, on essaye de les mobiliser, de leur faire confiance et qu'ils travaillent ensemble. Et diapositive suivante. Voilà, bon là, c'est de la même manière le bilan qu'on avait fait avec eux, toujours avec cet adressage donc de la part des établissements de moyens séjours. Le fait, et ça je dirais que c'est transversal, mais Jérôme Larcher en reparlera, ça revient sans cesse. C'est-à-dire que on a bien compris, enfin ces établissements ont bien compris que la prise en charge d'un Covid long, c'était du sur-mesure et puis c'était pas la vitesse où les autres patients, on les prend en charge. C'est vraiment un autre rythme, une autre adaptation. Et voilà. Et ces centres-là, normalement, et, ils ont cette capacité à comprendre qu'on est sur quelque chose voilà, qui est assez nouveau et qui demande une adaptation très spécifique par rapport aux contraintes que ça peut poser et que chaque patient est un cas à part puisque ces symptômes vont être différents. C'est ce qu'on avait constaté à l'échelle internationale, mais nationale aussi. Et après, je ne sais pas, il va y avoir encore une ou deux diapos peut-être, on arrive au terme, je ne sais plus. Non. Et oui, ben non, voilà. Donc, j'ai essayé de faire, il faut pas qu'on soit trop long, parce qu'encore une fois, c'est sur la partie médicale que c'est quand même le cœur du sujet. Et donc, on passe la parole aux autres intervenants, notamment Jérôme Larcher, mais on reste à votre disposition, bien sûr. Aujourd'hui ou les autres jours, après, il y aura nos coordonnées. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Ah, Merci. merci beaucoup, Monsieur Privat. Surtout, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons voilà, en fin de présentation. Donc, je donne maintenant la parole au SMIT du Centre hospitalier de Perpignan. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir, je suis Mademoiselle Mallet, je suis l'infirmière référente Covid long. Le docteur Colombin, du coup, n'a pas pu être là ce soir. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de nos missions et de qui nous sommes. Donc, on est une équipe voilà, donc, sur le SMIT, sur le CH de Perpignan. On a, en fonction des demandes que nous traitons du coup par Omnidoc et par mail de la plupart du temps des médecins traitants. Le docteur Colombin, du coup, propose un rendez-vous dès que tous les documents sont recueillis. Et à partir de ce moment-là, soit en amont, on organise une hospitalisation de jour, soit, comme l'a dit Monsieur Privat, on organise une consultation initiale où on pratique un diagnostic d'élimination. Et avec ce diagnostic d'élimination, on peut par la suite proposer une hospitalisation de jour avec les examens que le docteur juge nécessaires. On travaille du coup, on réoriente aussi, on a des psychologues dans le service, un assistant social, et on travaille aussi avec la médecine du sport, donc le docteur Lacroix qui est au CHP, parce qu'on réoriente énormément en médecine du sport pour les épreuves d'effort et les évaluations précises des données, parce qu'on a beaucoup de dysautonomie, donc c'est pour adapter au mieux la rééducation. Heu, voilà, on a aussi, les derniers patients, on s'est rendu compte qu'ils étaient de plus en plus jeunes. Le docteur Colombin a eu des patients entre 16 et 25 ans ces derniers mois, donc elle tenait quand même à le faire remarquer. Voilà. Et du coup, après, il y a un suivi téléphonique comme au début en 2022, à 3 mois et à 6 mois, en sachant que les patients, donc du coup, sont recontactés par téléphone ou par mail à leur préférence avec un questionnaire de suivi.
Et en fonction, ils ont aussi nos coordonnées, ils peuvent me contacter directement et je vois après avec la secrétaire et le médecin s'il y a besoin, par exemple, de certaines ordonnances ou de revoir le médecin quand tous les examens sont réalisés ou à la demande du patient. Voilà. Et après, nous collectons toujours, le docteur, collecte toujours les informations pour, des projets de protocole de recherche. Donc après, les médecins peuvent nous contacter du coup, comme sur le document, par mail, à notre adresse mail covidlon66 ou via Omnidoc avec le CHP du SMIC. Je ne sais pas si vous avez, d'autres questions? Voilà, on y répondra en suivant. Merci beaucoup, Madame OK, Mallet. avec Ce que plaisir. je voulais juste simplement, moi, personnellement, rebondir sur le fait que les patients qui arrivent sont de plus en plus jeunes, là, actuellement. Oui, oui, Voilà, hein. Donc ça, c'est un point nouveau et, voilà, et important oui, à prendre en compte aussi, hein. Voilà. Et on aura tout à l'occasion fait. de, voilà, d'échanger avec les questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc je Merci. passe maintenant la parole à l'SMR Le Floride. Bonsoir, je suis Cheikh Ismaël, je suis médecin-chef. Je suis avec Monsieur Fleury, notre directeur. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc, vous avez cet affichage. Vous voulez que je commente, Monsieur Fleury? Voilà, pour vous présenter un peu comment se passe la prise en charge des patients dans votre structure. Oui, alors en fait, nous, on a la différence par rapport à la clinique La Pinède. On n'a pas de prise en charge des troubles respiratoires. Donc, on prend principalement des patients complexes qui sont plutôt neurologiques. Ce qui fait en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de patients que les patients, je pense adressés à la Pinède. Notre adressage est pratiquement exclusif de la part de madame Colombin. Tous les patients qu'on a reçus sont des patients de madame Colombin. Mhm. Voilà. Vous voyez, en fait, nous, on est un centre de rééducation classique qui dispose d'énormément de moyens. Donc on a la kiné, l'ergo, l'orthophonie, les professeurs d'activité physique adaptée. On a le neuropsychologue, psychologue, diététicienne, assistante sociale. Donc la prise en charge, elle est pratiquement complète et complexe. Et on a instauré des prises en charge relativement innovantes qui traitent principalement la fatigabilité et les troubles cognitifs, qui utilisent en fait l'électrostimulation. Comme vous voyez, on utilise la TDCS, la neurostimulation du nerf vague. Et on développe en fait un certain nombre donc, de protocoles qui peuvent utiliser parfois des moyens complexes comme l'isocinétisme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire l'entraînement de renforcement musculaire avec des appareillages qui utilisent l'isocinétisme. Je pense peut-être qu'on est le seul centre qui dispose de ces moyens. Donc en fait, actuellement, je peux vous dire qu'en 2023, quand même, on a eu, je crois, peut-être comme ça de tête, 8 nouveaux patients, 7 ou 8 nouveaux patients. Par contre, en 2024, il me semble qu'on a eu que 2 ou 3 nouveaux patients. Après, on a un certain nombre de patients donc, qu'on suit régulièrement et qui justifient d'une réhospitalisation pour la réintensification de la rééducation de manière annuelle. Donc on a, je dirais, une file active de 5-6 patients par an qu'on reprend. Et la totalité du nombre de patients qu'on a pris depuis le début, ça doit faire presque une vingtaine de patients. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en Voilà, prie. après, voilà, on répondra aux questions par la suite. Donc, je vais passer maintenant la parole à l'SMR La Pinède de Saint-Estève. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, très bien. Bonsoir, c'est Dr Sibachir, donc je suis médecin pneumologue. Je suis coordonnateur du service cardio-pneumo, donc hospitalisation complète. Et puis, je travaille avec ma collègue, donc Dr Ricard, qui s'occupe de l'hospitalisation de jour. Donc, généralement, les patients
concernés par le Covid long donc sont pris en charge en hospitalisation de jour. Que pour répondre à mon collègue à la clinique Lapinade aussi, on a l'isocinétisme. Hein. Donc, tout juste pour Très répondre bien. à ça. Donc, nous, on n'a pas vu beaucoup de patients de Covid long passer, malheureusement, mais on a un programme. Donc, dès qu'on a eu on a été labellisé pour la prise en charge, on a mis en place un projet avec un programme donc, basé sur un bilan d'admission. Donc, tous nos patients font une épreuve d'effort VO2 max des gaz du sang, donc surtout à la recherche de syndrome d'hyperventilation chez les gens qui ont une dyspnée à l'effort. Il y a un bilan neurologique avec une consultation psychologique, une consultation de la diététicienne et même l'orthophoniste, des fois, quand il y a des problèmes aussi, il y a un avis donc orthophoniste. La prise en charge aussi se fait on a des salles de rééducation quand il y a des problèmes de fatigabilité, des problèmes orthopédiques donc concernant les douleurs, etc. On a aussi une salle de réhabilitation cardio-respiratoire. Donc, ils sont séparés. Les kinés c'est pas les mêmes, donc c'est ceux qui prennent la réhabilitation neuromusculaire, donc c'est des kinés à part, et ceux qui font de la cardio-respiratoire, c'est des kinés à part. Donc la prise en charge se fait par généralement le réentraînement à l'effort, le renforcement musculaire, soit par électrostimulation, soit par sur des vélos, donc des ergocycles, soit sur un tapis roulant. Et leur fait aussi des séances de balnéothérapie et des séances de relaxation. Voilà, donc un petit peu le programme qu'on leur offre. Donc malheureusement, on n'a pas vu passer beaucoup de patients. Hein, donc on a l'impression qu'on a eu peut-être 7 ou 8 patients, hein, c'est tout. Voilà, si vous avez des questions. D'où l'intérêt de communiquer là, pour que l'orientation se fasse aussi de façon plus fluide. Parce qu'on Voilà. travaille beaucoup avec le SMIC, donc on Ouais. travaille beaucoup avec le SMIC en hospitalisation complète, mais en hôpital de jour, donc peut-être qu'on a eu 3 ou 4 patients du SMIC, hein, c'est tout. Hein, donc, Voilà. et les médecins généralistes, Développer. les médecins généralistes nous envoient un petit peu, mais on n'a pas eu, c'est-à-dire, on attendait beaucoup plus de patients qu'on a eu, voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça on doit relancer et réinformer voilà, les médecins sur l'importance d'orienter au plus tôt ces patients. Merci beaucoup. S'il y a des questions après, on reviendra vers vous. Merci. Avec plaisir. Je passe maintenant la parole donc, à la clinique du souffle, la Solane, à Océja. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Coste, je suis cadre de la réhabilitation à la clinique du souffle La Solane, dont la directrice Stéphanie Darc, que j'excuse, n'a pas pu être avec nous ce soir. Donc, la Solane, c'est un établissement SMR donc, situé en montagne, proche de Font-Romeu, au cœur des Pyrénées-Orientales, à 1200 mètres d'altitude. On est spécialisé depuis de nombreuses années dans la réhabilitation respiratoire. La clinique accueille des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques, avec souvent d'autres pathologies associées. Et on met à leur disposition voilà, une expertise reconnue au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Donc c'est fort de cette expérience que nous nous sommes voilà, penchés dès 2020 sur l'accompagnement des patients post-Covid. À l'époque, il s'agissait surtout de séquelles respiratoires et fonctionnelles auxquelles on avait apporté des réponses adaptées. Puis peu à peu est apparue une nouvelle réalité, celle du Covid long, avec ses manifestations persistantes, souvent complexes, fatigue, troubles cognitifs, anxiété, globalement des difficultés de reprise de la vie quotidienne. Et au fil du temps, on a suivi l'évolution de ces patients, de nos patients, et on a adapté progressivement nos accompagnements. Et c'est cette démarche attentive et évolutive qui a donné naissance au dispositif d'accompagnement Covid long que l'on appelle à la Solane le groupe MELES. Donc on accueille nos patients pendant 4 semaines. Donc dans ce groupe MELES, et nos patients souffrant de Covid long, on leur propose un triple accompagnement.
Donc, premièrement, donc sur les matinées, le patient intègre un groupe d'activités physiques adaptées à son niveau, donc avec des marches, du renforcement musculaire, de la gymnastique respiratoire, des étirements, du vélo, des séances d'équilibre. Puis, deuxièmement, l'après-midi, des séances collectives qui, là, sont spécifiques aux patients Covid long. Donc, c'est le bloc Mélèze, donc qui se compose de tables rondes où le patient et les soignants partagent leur expérience dans un cadre et une atmosphère bienveillante. Des séances de thérapie brève qui sont proposées par un infirmier formé en hypnose, qui offre aux patients des outils pratiques pour gérer fatigue, stress, troubles du sommeil. On a des ateliers pratiques aussi sur la gestion de l'hyperventilation et enfin des ateliers d'éducation thérapeutique spécifiques qui intègrent notamment un patient partenaire, en la présence de Sandra Guerrero qui est présente avec nous ce soir, qui participe à ces séances d'éducation thérapeutique et dont l'expérience et le vécu apportent une dimension unique de compréhension et d'inspiration. Le troisième volet de l'accompagnement, c'est l'accompagnement individuel, donc avec des infirmiers, psychologues, des diététiciens, des enseignants APA, kinés, médecins. La majorité de nos professionnels aujourd'hui ont réussi à repenser leurs pratiques pour s'adapter aux besoins spécifiques des patients souffrant de Covid long. L'objectif du groupe Mélèze, c'est vraiment de replacer le patient au centre, non seulement sur le plan médical, mais aussi dans son ressenti, dans son parcours de reconstruction. Et aujourd'hui, nous percevons bien combien cette approche est bien accueillie, combien elle correspond à une attente forte des patients, être écoutés, compris, soutenus, accompagnés par des professionnels qui connaissent leur pathologie. En conclusion, avec une centaine de patients Covid long en moyenne par an à la Solane, je dirais que l'accompagnement des patients Covid long, le groupe Mélèze, reflète notre engagement, notre envie d'innover, continuer d'adapter nos pratiques, d'apporter aux patients un accompagnement global et humain. Voilà. Notre ambition reste la même depuis le début et pour l'ensemble de nos patients, retrouver de la qualité de vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très complet. Merci beaucoup. Là, je rebondis sur justement l'association Après J20 avec donc Madame Guerrero. Le micro qui ne fonctionne pas. Je sais pas. Je sais qu'elle est là, mais on ne vous entend pas. Pardon. Ah, ça y est. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Merci Bonsoir. pour ce temps d'intervention. Donc, moi, je suis Sandra Guerrero. Je suis formatrice en santé. Je suis patiente Covid long et responsable de la délégation Occitanie de l'association Après J20 Covid long France. Une association qui a pour vocation de collaborer avec les acteurs de la santé. On collabore par exemple avec la clinique du souffle à Solane et d'autres institutions pour co-construire les savoirs, les parcours de soins adaptés aux patients. On œuvre sur différents pôles, le pôle recherche avec des projets de recherche participative et une veille scientifique, le pôle communication, le pôle reconnaissance. Bon, je passe un peu vite, hein, on a un site internet très fourni, vous pourrez par la suite vous y référer, et le pôle soins sur lequel on travaille avec notamment de l'accompagnement en éducation thérapeutique du patient, un accent par exemple sur le pacing. On pourra en dire davantage tout à l'heure si vous le souhaitez. Nous avons une adresse mail aussi dédiée au soutien des patients et des aidants et on a à cœur de développer le partenariat en santé. Donc, ce partage de savoir clinique, théorique et expérientiel qui unifie finalement les professionnels de santé et les patients. Pour vous donner une idée de la dimension de l'association, à début 2025, nous comptons plus de 2300 adhérents. Et le chiffre d'adhérents continue de grimper de mois en mois, ce qui laisse quand même à penser que le Covid long, ce n'est pas l'histoire ancienne.
il y a toujours du Covid qui circule, donc il y a toujours des nouveaux cas de Covid long. Voilà, on a l'habitude de travailler sur la base de la médecine par l'épreuve, donc on est très attaché aux publications scientifiques. Vous verrez ça sur la diapo suivante, mais en tout cas, pour rester encore sur celle-ci, notre association fonctionne avec un conseil scientifique formé de médecins, de chercheurs. Le docteur Jérôme Larcher, ici présent, en fait partie. Le professeur Dominique Salmon-Serron, que vous connaissez peut-être aussi. Je fais juste un petit aparté sur une enquête qui a été menée par l'association Après-Givin, financée par la CNAM et avec le soutien de l'ARS Occitanie et de l'ARS Bretagne, donc du docteur Larcher aussi, qui était dans notre groupe de travail. Cette enquête a été sur la base de témoignages de 412 patients de septembre à novembre 2024. Alors, je vous le fais court, le rapport est assez long, mais en tout cas, les patients, bien sûr, saluent l'écoute de certains soignants qui permettent des prises en soins qui s'adaptent à leur état de santé, le rôle clé de certains médecins traitants, l'effet des actions entreprises en région, alors notamment en Occitanie, qui a été une région pionnière pour mettre en place un parcours de soins structuré et dédié. Mais il ressort encore une insuffisance en nombre, en répartition en fait sur le territoire. Et l'enquête met en lumière des difficultés. Alors, des difficultés majeures sur le plan médical, sur le plan social, on aura quelques chiffres tout à l'heure, une errance médicale longue, parfois de plusieurs années. Et les témoignages font aussi état d'un manque de formation des professionnels de santé sur le terrain, sur le champ du Covid long. Alors, on a de tout aussi, un manque d'écoute et de suivi, des prises en soins inadaptées, parfois même aggravantes, notamment pour les patients qui souffrent de phases d'exacerbation des symptômes post-effort. Donc, voilà, il y a cette sensation parfois de sentiment d'abandon et de pointer un petit peu la méconnaissance persistante à propos de cette maladie et aussi l'aspect parfois de psychiatrisation des symptômes qui sont souvent très invalidants. L'impact social, juste un mot là-dessus, près de la moitié des répondants ne peuvent plus travailler et 88% déclarent un impact important ou catastrophique sur leur situation financière. L'accompagnement social est très absent, 70% des personnes interrogées, malgré de nombreux besoins. Et alors, il me semble, Jérôme, que tu en parles aussi quelque part, mais voilà, je l'avais noté au cas où, économiquement, le Covid long entraîne une perte annuelle estimée, ou c'est peut-être au départ qu'on en a parlé, à plus de 20 milliards d'euros en France, selon les économistes. Donc, vraiment un gros impact économique. Et pour terminer sur la deuxième diapo, je voulais vous faire part du fait que nous avons des outils à disposition au sein de l'association. Par exemple, l'application Long Covid Companion, qui est une application qui a été développée avec les patients et avec l'Institut de santé du Luxembourg. La première que je n'ai pas citée, notre chatbot Elisa sur notre site, qui répond aux questions des professionnels de santé, des aidants, des patients, qui a été aussi développée en partenariat et soutenue par la région Occitanie. Des formations aussi, une formation DPC co-construite avec des patients partenaires et le professeur Dominique Salmon-Serron, qui est infectiologue et spécialiste du Covid long, développée par l'organisme Grade Santé. Une formation d'accompagnement interdisciplinaire des personnes atteintes de Covid long, donc qui est destinée aux équipes pluridisciplinaires. Et un guide qui a été élaboré par des patients et des aidants, le guide pratique des patients atteints de Covid long pour les patients et leur entourage. Ce qui est intéressant, c'est que le format est aussi en format audio pour les patients qui ne peuvent pas peut-être lire. Et la veille scientifique dont je vous parlais, avec une bibliothèque de plus de 8000 publications scientifiques qui est mise à jour tous les jours, qui est en accès libre, que vous trouvez aussi sur notre site internet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit que c'est très complet et que voilà, les professionnels de santé ont vraiment besoin de se rapprocher des patients experts et des patients voilà, pour pouvoir étoffer aussi l'offre. Merci beaucoup.
Donc, du coup, je passe la parole maintenant au DAC 66, notre cellule de coordination post-Covid dans les PO. Oui, bonsoir. Donc, je suis Nadia Benguetaï-Boredon, directrice du DAC, et je suis accompagnée de ma collaboratrice Roxane. Du coup, je te laisse vite fait te présenter, Roxane, aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis responsable de l'équipe d'appui au DAC 66. Et donc, voilà, j'accompagne les collaborateurs dans l'information, l'orientation et l'appui à la coordination des situations, notamment Covid long, voilà, qui nous parviennent. Alors, très rapidement, juste pour resituer le DAC, on est un dispositif d'appui à la coordination. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là ce soir avec des professionnels de la santé. Donc, on est là pour vous. Donc, vous pouvez nous appeler pour des situations que vous pourriez rencontrer avec des patients qui relèveraient d'une complexité, qu'elle soit sanitaire ou autre. Donc, on est là pour tout patient, tout âge, toute pathologie, toute situation de handicap. On est là pour répondre à vos interrogations, donc vous informer, vous orienter. Et quand la situation est jugée très complexe, on a un référent de parcours qui va être là pour prendre en charge en fait votre patient et le suivre dans son parcours de santé pour améliorer son parcours de santé sur les différents aspects de son parcours de santé, santé au sens OMS. Donc, pourquoi le Covid long et le DAC? Déjà, je reviendrai quand même sur un petit aspect historique, c'est-à-dire qu'avant d'être labellisé par l'ARS, cellule de coordination post-Covid, pour tous les DAC d'Occitanie, au niveau des PO, on avait déjà une particularité au niveau de la plateforme territoriale d'appui de coordination, qui est devenue après le DAC, puisque dès 2021, grâce à l'ARS Occitanie, et je salue ici et vraiment l'engagement de notre ARS au niveau région sur le sujet, avait permis de mettre en place une cellule d'appui ville-hôpital dédiée déjà aux patients Covid pour faciliter la prise en charge en pleine crise à partir déjà de janvier 2021, les patients Covid, puis ensuite des patients Covid long. Ensuite, on a été labellisé cellule de coordination post-Covid. Comme l'a dit Roxane, on est là vraiment pour pouvoir vous informer, vous orienter vers la ressource du territoire. Donc, notre travail, c'est de vous orienter vers la bonne ressource, donc notamment par tous les partenaires qui viennent de se présenter ce soir, mais aussi parfois par des ressources régionales, parce qu'on a parlé tout à l'heure, Monsieur Donadieu et Monsieur Privat ont cité les autres sites régionaux, notamment à Montpellier ou à Toulouse. L'idée, c'est vraiment de pouvoir éviter cette errance de diagnostic et orienter vers la bonne ressource pour ne pas perdre de temps. Comme le disait tout à l'heure aussi Monsieur Privat, plutôt on prend les maladies chroniques, mieux c'est. On travaille aussi avec Madame Guerrero. Donc, est-ce qu'on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît, pour montrer un peu notre organisation, pour que ce soit plus concret. Donc, la carte, on va passer aussi parce que Monsieur Donadieu et Monsieur Privat l'ont présenté. Donc, vous l'aurez plusieurs fois dans le support. Donc, ça, c'est les coordonnées de notre cellule post-Covid. Comme on le disait, il y en a une par département. Donc, on vous a mis tous les liens pour nous contacter. Et la particularité de notre département, la cellule qui était liée au départ sur la gestion du Covid en 2021, qui est devenue cellule de Covid, coordination post-Covid, permet de manière pluridisciplinaire, et ça c'est aussi une particularité de notre département, si on est sollicité sur des situations très complexes pour lesquelles même le DAC n'a pas de réponse avec les partenaires, on réunit des partenaires qui composent cette cellule. Vous pourrez aller voir la liste exhaustive sur notre site pour trouver des solutions plus collégiales. Voilà, sur des situations où nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, c'est vraiment la collégialité aussi et le regard croisé des différentes institutions qui composent cette cellule qui permettent de traiter les cas complexes. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment unique dans notre région. Pour l'autre diapo, on veut vous montrer comment on fonctionne. Alors, ça a été dit dans la présentation globalement de Monsieur Donadieu en préambule de ce webinaire. Mais donc, on le rappelle, on peut être saisi par vous, professionnels de santé, mais on peut être aussi saisi par les patients et ou par leurs aidants ou proches. Et on va faire exactement ce qui a été dit précédemment. Donc, quand on a un médecin traitant et qu'on a un patient qui est en errance de diagnostic, nous, notre travail, c'est de nous assurer de la prescription du médecin traitant et d'être en appui du médecin pour pouvoir orienter soit vers le centre de recours régional, le SMIC, soit vers le médecin traitant et la CPTS et la médecine du premier recours. Comme on le disait, en fonction de la sévérité de la pathologie ou de la complexité de la pathologie et des facteurs environnementaux qui s'y ajoutent. Je rejoins tout à fait Madame Guerrero qui parlait tout à l'heure de précarité. On n'en parle pas assez, mais peut-être qu'on pourra répondre à cette question en fonction des échanges tout à l'heure. On est en lien
permanent avec le médecin traitant quand il y en a un, ça c'est important, avec Madame Guerrero pour son appui d'expertise et de patients experts dans l'orientation, parce que nous, au niveau du DAC, on enrichit au fur et à mesure des situations qui sont uniques les ressources du territoire et les informations liées à la pathologie, qu'elles soient scientifiques ou autres. Et de l'autre côté, sur la partie verte, quand le diagnostic est déjà posé, là, c'est ce que disait tout à l'heure, les centres SMR, on va orienter soit vers les SMR labellisés du département, soit vers l'établissement partenaire, la Solane, soit en fonction aussi de la sévérité et de la prise en charge par le médecin traitant en première intention et les CPTS qui sont spécialisés dans les parcours Covid long. Voilà globalement le schéma de prise en charge qui rejoint le schéma de Monsieur Donadieu. Pour l'autre diapo, quand il n'y a pas de médecin traitant, on oriente alors soit vers les CPTS infradépartementales qui existent, soit vers le SMIT, parce qu'on a souvent des appels aussi de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc là, ça se complique d'autant plus dans leur parcours de santé. Et enfin, pour finir, on vous a fait une présentation sous forme de carte mentale, donc vous l'aurez en support, des acteurs du 66, à la fois côté hôpital avec un grand H, les établissements sanitaires, MCO, SMR, et les acteurs de la ville, qui sont donc tous présents aujourd'hui. Et vous aurez un lien vers la carte mentale qui vous permettra d'accéder aux coordonnées précises de chaque intervenant ce soir dans la prise en charge des patients Covid long sur le 66. Et enfin, dans la dernière diapo, vous avez, pour ceux qui ne pourraient pas utiliser l'aspect numérique, nous vous avons tout répertorié sur voilà, une diapo avec les contacts. Si toutefois il y avait des erreurs, n'hésitez pas à nous les faire remonter. En tout cas, on espère que tous ces outils vous permettront voilà, de nous contacter, car nous sommes là à votre service et dans l'intérêt de vos patients du territoire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du coup, je reprends la parole pour vous faire une toute petite présentation des CPTS. Quel est leur rôle dans les parcours de soins, notamment le parcours de soins Covid long. Donc, les CPTS sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont vraiment le maillon entre les patients et le système de santé. Elles répondent vraiment aux difficultés de coordination des soins de ville et de la prise en charge des patients aussi. Et donc, elles ont une action bien particulière sur la fluidité et de la qualité du parcours du patient. Donc, je vais vous présenter très rapidement la CPTS Agly Pyrénées Corbière Méditerranée. Donc, vous voyez là le territoire, dans toute la vallée de l'Agly, ainsi qu'une partie de l'Aude et toute petite partie de l'Ariège. Donc, c'est une CPTS de taille 2 qui représente quand même un territoire qui couvre près de 63 000, 64 000 habitants avec 76 communes réparties sur 3 départements, 6 maisons de santé qui sont fléchées là sur le tableau, sur le territoire, et dont la présidente est le docteur Ségara Martine, chirurgien dentiste. Et donc, voici donc le parcours de soins du patient adulte atteint de Covid long mis en place par la CPTS Agly, donc pour fluidifier l'organisation. Donc, ça reprend bien évidemment une partie de tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Donc, concernant ce parcours-là, en ville, le repérage se fait par les professionnels de santé libéraux. En premier lieu, donc les pharmaciens qui sont les portes d'entrée, mais aussi donc les infirmières libérales, les kinés, les orthophonistes, les sages-femmes, les dentistes, voire d'autres professionnels de santé. Donc, par le biais de messageries sécurisées comme Spico ou MS Santé, donc il y a une orientation qui est faite. Soit le patient a un médecin généraliste, et donc il est adressé directement vers le médecin généraliste, qui va faire le diagnostic différentiel et puis suivre après le parcours qui a déjà été proposé en amont, qu'on vous a présenté. Et donc, si donc, le patient n'a pas de médecin traitant, donc c'est dans ce sens-là où les CPTS sont le plus souvent sollicités. Donc, on est en lien avec les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont sur le territoire, mais aussi la mission d'accueil, d'accompagnement aux soins de la sécurité sociale, la CEPAM. S'il n'y a pas de médecin traitant, donc l'orientation pour le diagnostic différentiel, c'est vers le SMIT de Perpignan. Et après, donc, qui va poser le diagnostic et proposer le plan de soins pour son patient et orienter en fonction vers les centres labellisés, les centres partenaires ou carrément vers les autres professionnels de ville, voire le service de médecine du sport et de réadaptation sur le centre hospitalier. Voilà pour ce qui est la partie médecine
de ville. Et donc maintenant, donc la dernière partie de ce webinaire, c'est donc je vais passer la parole au docteur Larcher, voilà, qui va voilà, vous présenter les avancées scientifiques et démystifier ce Covid et notamment ce Covid long. Docteur Larcher, donc c'est juste une question de micro et la parole est à vous. On enchaînera après sur les échanges et les questions par rapport à cette présentation. On ne vous entend pas, docteur Larcher. Je sais que vous êtes là. On a perdu docteur Larcher. Je vois pas. Je vais essayer de l'appeler. Ah, ça y est. Non? Là, pour le coup, on ne peut pas le remplacer. J'appelle. Il est là, il était connecté. C'était peut-être juste une question de micro. Non, non, il est là, il a le micro ouvert, mais je... Ah, je sais pas. alors l'éteindre et le rallumer, ça devrait fonctionner. Quelqu'un l'appelle peut-être? Eric, tu l'appelles? Il était avec nous juste depuis le début. OK. Ouais. Il se déconnecte et se reconnecte pour nous Panorama, je trouve, les rejoindre. interventions en même temps. C'est l'occasion de le dire, mais finalement, moi, c'est une des premières fois. Nous, on voit les gens, ou la médecine ou le SMR par paquet, ou on commence à voir CPTS ou DAC. Et finalement, là, c'est la première fois, c'est à l'échelle d'un territoire qu'on a tout le monde. Donc là, c'est pour nous une première expérience qui est plutôt enrichissante. Et voilà, je me permets du temps disponible là, des quelques secondes. Vous dire ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, que l'Agence régionale de santé a consacré à l'échelle du territoire régional 2 millions d'euros sur le dispositif. Donc, voyez bien. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, vas-y, Jérôme. Oui. Bon, alors je suis désolé, là, j'ai plus l'image, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on vous entend, parfait. Que ma tête. Bon, donc je disais, je vais vous remercier tous et toutes ce soir d'être présents et de pouvoir échanger sur ce sujet du Covid long. Alors, on m'a demandé de faire la partie un petit peu plus scientifique sur le Covid long. Je vais essayer d'être à la fois précis, de balayer un certain nombre de sujets qui sont importants. Et bien sûr, je ne serai pas exhaustif dans la mesure où depuis 2020, ce sont plusieurs milliers d'articles qui sont sortis sur le Covid long dans des, pour la plupart, très bonnes revues. Et pour vous montrer aussi et vous dire un message simple, c'est que le Covid long est une vraie pathologie pour lequel aujourd'hui nous n'avons pas encore de traitement, mais vous verrez que la physiopathologie nous incite à penser que les traitements seront bien plus complexes que ce qu'aujourd'hui on utilise, même si c'est important. Donc, je ne reviendrai pas sur l'épidémiologie, mais quand même juste dire que autant la France, c'est 2 millions de patients avec environ 30% de cas sévères, nous avons à peu près les mêmes proportions de cas sévères, mais par contre des nombres bien plus importants quand on prend l'Europe, où aujourd'hui c'est évalué à peu près 17 millions de patients, et les États-Unis, on a 23 millions de patients. Donc ça veut dire que dans le monde, ce sont plusieurs dizaines de millions de patients qui sont atteints par le Covid long, et donc ça en fait bien évidemment un enjeu de santé publique à la fois national, mais mondial. Diapo suivante. Le Covid long, c'est complexe et tous ceux qui travaillent au quotidien le savent parce que la présentation clinique peut être extrêmement variable.
Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 200 symptômes qui ont été identifiés et qui vont concerner de très nombreux organes, ce qui fait du Covid long quand même une maladie qu'on peut appeler systémique. Mais on sait quand même que les organes cibles les plus touchés, ce sont le système nerveux, les poumons, le système circulatoire et le système immunitaire qu'on voit quand même, qui est beaucoup moins parlant cliniquement et qui pourtant est une vraie cible de l'atteinte au niveau du Covid long. Diapositive suivante. Alors, on peut identifier et on a identifié aujourd'hui des facteurs de risque qui permettent quand même de savoir quels sont les patients qui, ayant eu un Covid aigu, peuvent être plus à risque que d'autres de faire un Covid long. Les patients qui ont été hospitalisés, alors vous allez me dire, bah ouais, mais dans la majorité des cas, les patients qu'on voit, ils n'ont pas été hospitalisés. Oui, mais ça, c'est juste une question de statistique, c'est-à-dire qu'en fait, proportionnellement, il y a eu beaucoup plus de gens qui n'ont pas été hospitalisés que de gens hospitalisés, et pourtant, les gens qui ont fait des formes graves sont bien plus à risque. Les gens qui ont eu de nombreux symptômes, généralement, on met le cut-off, le seuil, à 5 symptômes. L'âge, plus les patients sont âgés et plus le risque est élevé. Et là encore, c'est intéressant parce que la perception qu'on a des patients Covid long, ce sont des patients jeunes, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que la majorité des gens qu'on voit ont entre 30 et 60 ans, même si on a d'autres catégories d'âge un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, mais l'âge, et plus l'âge est élevé, plus on a un risque de faire un Covid long. Le fait d'être une femme augmente la probabilité d'avoir un Covid long. Alors, on n'a pas encore une explication bien claire sur ça. On pense quand même qu'il y a un lien avec l'immunité, parce qu'on sait que l'immunité chez les femmes ne se comporte pas pareil que chez les hommes. Vous verrez dans ma dernière diapo que il n'y a peut-être pas que la question d'immunité, il y a peut-être aussi des questions hormonales qui jouent. Mais en tout cas, le fait d'être une femme, et ça, les études statistiques et épidémiologiques le prouvent, augmente le risque de faire un Covid long. On a également le fait d'avoir un surpoids, par exemple, qui peut entraîner un risque plus élevé. Diapositive suivante. Alors, si on veut essayer de résumer, comme j'ai volontairement demandé à avoir un temps de parole court pour qu'on puisse derrière échanger sur tout ça, je vous le présente de manière très synthétique, mais pas trop incomplète. On a plusieurs mécanismes aujourd'hui concomitants qui peuvent expliquer les symptômes du Covid long. Tout d'abord, une dérégulation immunitaire qui peut entraîner par exemple les réactivations virales avec des virus comme les Epstein-Barr virus. On a des dysbioses, donc ça veut dire des anomalies du microbiote. Alors, ça a été prouvé avec le microbiote intestinal, mais probablement que d'autres microbiotes, et notamment le microbiote pulmonaire, peuvent être également impactés. Et en tout cas, cette dysbiose, vous allez voir, peut avoir un impact. On a des problèmes d'auto et pas d'auti-immunité, qui fait que les patients qui ont fait un Covid, alors indépendamment Covid long ou pas Covid long, mais ont un risque aujourd'hui avéré et prouvé de faire plus de maladies auto-immunes, comme ces maladies de Gougerot-sur-Graine, comme des lupus par exemple, ou la polyarthrite rhumatoïde. On a une atteinte vasculaire avec une inflammation des vaisseaux, et souvent des petits vaisseaux, qui va entraîner des phénomènes de thrombose, donc de caillots, et souvent de micro-caillots. Et ça peut être observé au niveau, par exemple, du cerveau. Enfin, on a cette atteinte neurologique, et plusieurs intervenants ont parlé des troubles cognitifs, et effectivement, c'est un symptôme qui est fréquent, qu'on ne voit pas sur les IRM standards, mais aujourd'hui, il y a des études avec des IRM un peu plus poussées qui montrent un peu plus d'informations. Et bien sûr, l'atteinte du système nerveux autonome avec les phénomènes de dysautonomie, d'atteinte du nerf vague. Un élément que je n'ai pas cité sur la diapo, qui est la dysfonction mitochondriale. Vous savez, ces petites organelles qui sont dans nos cellules et qui servent à produire l'énergie, sans laquelle on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une dysfonction mitochondriale dans le Covid long. Diapo suivante.
Voilà. Non, celle avant. Voilà, celle-là. Donc, voilà. Donc, juste sur le microbiote, il y a cette étude qui était intéressante parce qu'elle avait montré qu'il y avait vraiment une atteinte aux deux critères du microbiote qui font qu'un microbiote est sain, qui est la diversité du microbiote et la richesse du microbiote. Et donc, on a pu montrer qu'il y avait des anomalies dans ces deux facteurs. Et cette étude avait pu montrer également qu'on pouvait distinguer plusieurs mois à l'avance, finalement, quels étaient les patients qui pourraient développer des Covid longs, en fait, avec un certain nombre d'espèces discriminantes dans le tube digestif de ces patients. Et on a même pu montrer qu'en fonction du type d'espèce présente, c'était associé à des catégories cliniques de Covid long. Certains avec plus des symptômes de fatigue, de troubles cognitifs, d'autres avec plus d'atteintes pulmonaires ou cardio-respiratoires. Voilà. Donc, au final, ce qu'on peut avoir comme conclusion, c'est que notre microbiote, à l'admission, devient un facteur prédictif de Covid long. Alors, le seul problème, c'est que ça, c'est des études de recherche et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens cliniques de prédire à l'avance quels seront les patients qui feront un Covid long. Mais en tout cas, on voit quand même qu'on peut avoir bientôt des outils qui nous aident à pouvoir prédire quels sont les patients qui seront plus susceptibles de faire un Covid long. Et la question, c'est est-ce que les patients ont des dysbioses microbiotes parce qu'ils ont fait un Covid long, ou est-ce que c'est la dysbiose initiale qui les rend susceptibles à faire un Covid long? Pour l'instant, la question n'est pas encore complètement terminée. Diapo suivante. On a également des études qui ont montré des anomalies structurelles du cerveau chez les patients qui présentaient un tableau de Covid long, et notamment les patients qui ont ce qu'on appelle une fatigue. Alors, la fatigue en français, c'est je suis fatigué, je vais aller me reposer. En anglais, la fatigue, ça équivaut à un épuisement. Et donc, quand on parle de fatigue pour un Covid long, en fait, c'est pas de fatigue. Il faut parler d'épuisement parce que c'est vraiment ça que les patients ressentent et décrivent. Et on voit que les patients qui avaient ces symptômes-là avaient des changements dans la structure de leur thalamus ou dans la structure de noyaux gris centraux comme le putamen et le pallidum. Diapo suivante. Alors, pourquoi est-ce que je vous embête avec ces termes un peu barbares? Parce qu'en fait, ces changements structuraux cérébraux sont le substrat neuronal des symptômes qu'on peut observer par rapport à la fois aux fonctions qu'on connaît de ces structures cérébrales, mais également parce qu'on sait qu'ils sont associés à des troubles du sommeil, des déficits cognitifs, des symptômes anxio-dépressifs, et ça a été montré dans d'autres pathologies. Donc, alors, je vous ai cité celle-là parce qu'elle est un petit peu visuelle et qu'elle a le mérite de poser quand même les pieds dans le plat sur quand les gens sont fatigués, c'est est-ce que parce qu'ils sont fatigués ou est-ce que quand même ils pourraient faire un effort? Non, il y a des anomalies structurelles, cérébrales, et je pourrais vous donner encore une dizaine d'articles comme ça avec de l'IRM fonctionnel qui montrent qu'il y a des modifications significatives du cerveau des patients qui ont un Covid long. Diapositive suivante. Le malaise post-effort, pareil, un peu terme tarte à la crème, mais quand on est patient en Covid long, quand on fait un malaise post-effort, c'est pas tarte à la crème. Et là, cette étude qui est relativement récente, qui date de janvier 2024, a montré dans les muscles des patients qui font des malaises post-effort plusieurs anomalies. Alors d'abord, des dépôts amyloïdes. Juste pour information, les dépôts amyloïdes, c'est le type d'anomalie qu'on a, par exemple, chez les patients atteints d'Alzheimer, sauf que là, c'est au niveau de la microglie, là, c'est dans les muscles. Mais pour vous dire quand même qu'il y a quand même une certaine proximité physiopathologique. Diapositive suivante. On a également trouvé chez ces mêmes patients et dans ces muscles des phénomènes d'atrophie, de nécrose musculaire, et, je ne vous l'ai pas mis, de dysfonction mitochondriale. Pourquoi c'est important? D'abord parce que, encore une fois, c'est une modification objective, structurelle, physiopathologique d'un symptôme qui est parfois compliqué à aborder. Deuxièmement, et ça a été dit quand on fait de la rééducation,
Si on ne fait pas de la rééducation appropriée ou si on n'a pas une stratégie de pacing appropriée, les patients, et ils vous le disent mais alors de manière très simple en consultation, font des malaises post-effort. Donc ça veut dire que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Quand on fait un malaise post-effort ou quand on induit un malaise post-effort chez un patient, on lui fait du dépôt amyloïde, de l'atrophie, de la nécrose musculaire et de la dysfonction mitochondriale. Donc ça veut dire que la rééducation, elle doit être vraiment calibrée et qu'on n'a pas finalement une marge d'erreur si importante que ça quand on fait de la rééducation chez le patient Covid long. Diapositive suivante. Je terminerai par cette diapo. Donc j'espère que j'aurai tenu mon temps de 5 minutes et quelques. Oui. Sur un article qui a été publié, vous voyez, il y a à peine une semaine, dans Nature. Donc ça veut dire quand même une des meilleures publications mondiales. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chez les femmes qui ont un Covid long, et ça, toutes les patientes, quasiment toutes les patientes qui ont un Covid long le décrivent parfaitement, la période des règles est une période où les symptômes se modifient, où les symptômes s'intensifient. Et s'intensifient vraiment. Et cette étude, qui a été faite par des équipes françaises, et notamment à Montpellier, montre qu'il y a non seulement des anomalies au niveau hormonal avec des augmentations de taux dans le sang de testostérone, enfin en tout cas d'une molécule associée à la testostérone, une diminution des récepteurs aux androgènes endométriaux chez ces patientes, et surtout qu'il y a une augmentation patente et objective de l'inflammation chez ces patientes Covid long, avec des agrégats de cellules immunitaires, donc on revient à la question de la dérégulation immunitaire, dans l'endomètre des femmes. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer quand même que le Covid long, il ne touche pas les femmes par hasard de façon majoritaire. Il ne touche pas que les femmes, mais les femmes, clairement, il y a une cible, et cette cible, comme je l'ai dit un peu en préambule, je pense qu'il y a une sensibilité, une spécificité à la fois sur le plan hormonal, sur le plan immunitaire, sur le plan de l'inflammation. Et donc, vous voyez quand même qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand vous avez un patient qui vous dit bah « ouais, mais mon médecin, il n'y croit pas ». Ouais, mais la médecine, ce n'est pas une croyance. La médecine, c'est de la science appliquée à des humains. Et on essaye, modestement, de faire évoluer nos pratiques par rapport à la connaissance scientifique et médicale. Et là, je vous ai volontairement mis des articles qui ne souffrent pas de contestation, si vous voulez. Ce sont des preuves relativement objectives, publiées dans des bonnes revues. Et donc, il y a vraiment un travail de dissémination de cette information-là, de pédagogie. Et je pense que ces informations-là, beaucoup d'entre vous les connaissez peu ou prou. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de médecins et de professionnels de santé, parce qu'on a bien vu quand même que ça ne concerne pas que les médecins, qui ne sont pas au courant de ces réelles avancées scientifiques dans une nouvelle pathologie chronique qui s'appelle aujourd'hui le Covid long et qui touche 700 000 personnes de façon extrêmement impactante en France et plusieurs millions de façon plus globale. Voilà. Je m'arrête là. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et puis pareil sur les questions d'organisation et de parcours de soins, on pourrait échanger lors de la discussion. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Larcher. Vous aviez prévu des petits slides sur votre outil de facilitation diagnostique. Vous voulez en dire un mot ou on le... Alors, ça ça me fait plaisir de le voir parce que c'est pour moi un peu un souvenir d'il y a 2 ans quand on avait fait ce travail où il n'y avait pas encore de recommandations nationales de notre autorité de santé. Et on a essayé de synthétiser un petit peu pour les professionnels de santé, pour les médecins, finalement, comment identifier des symptômes qui pourraient être ceux du Covid long et pour pouvoir initier le parcours diagnostique et accélérer ce diagnostic et donc diminuer l'errance. Donc ça avait été un beau travail collaboratif
avec les DAC, avec les CPTS, et la CPTS Agli avait été importante aussi là-dessus, avec l'ARS, voilà, on avait essayé vraiment de faire quelque chose de consensuel et d'utile pour les médecins. Entre-temps, ensuite, sont arrivées les recommandations nationales qui ont repris quand même un certain nombre de choses qu'on avait mis, mais, parce que c'était déjà écrit. Et donc, cet outil, pour moi, on va dire que ça préfigure un petit peu finalement ce qu'on avait essayé de mettre en place avant qu'il y ait un cadre national. Aujourd'hui, il y a un cadre national et je pense que c'est à celui-là qu'il faut se référer parce qu'il a été validé et par des personnes qui connaissent bien le Covid long, par les patients aussi. Hein, ça a été quand même voilà, c'était vraiment un échange. Et donc voilà, c'était notre outil en Occitanie, initialement pour vous montrer quand même que l'Occitanie a toujours été moteur sur cette thématique et qu'on continue de l'être aussi sur d'autres thématiques qui ne sont pas encore aussi développées qu'ailleurs. Merci. Merci infiniment. Il y avait d'autres, oui. Voilà, peut-être ouais, bon. quand vous voulez, on peut passer un peu plus rapidement. De toute façon, chacun pourra le retrouver. Là, après, ils seront à votre disposition. Ça peut se retrouver, ouais, tout à fait. Voilà, donc ça c'était voilà, la continuité de l'outil. Merci beaucoup. Et donc nous allons maintenant voilà, passer aux échanges et aux questions. Voilà, je vais arrêter le partage. Hop là. Alors, on va reprendre un petit peu, voilà, vous allez répondre au fur et à mesure. Alors, donc, première question. Pouvez-vous nous dire l'efficacité pour les patients cas complexes? Nous avons eu en centre de mémoire des patients pour des tests neuropsychologiques. 2 de ces patients ont eu aucune amélioration depuis 4 ans malgré tout, le parcours SMR, SMIT, etc. Que peut-on proposer à ces patients jeunes? Personnellement, j'ai proposé une consultation dans l'unité de neurologie fonctionnelle à Paris. Avez-vous d'autres propositions? Ça, c'est la question du docteur Jurissi, neurologue à Perpignan. Alors, bon, c'est une question complexe parce que s'exprimer à propos d'un patient, c'est toujours compliqué. Je suis pas sûr d'avoir une réponse qui le satisfera, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on parle du Covid long et je pense que c'est une erreur, mais on ne peut pas parler encore d'autre chose. Je pense que demain, on parlera des Covid longs. Et on voit déjà qu'il y a des présentations cliniques qui sont différentes. On voit qu'il y a des processus physiopathologiques qui sont nombreux. Et donc, ça veut dire probablement que certains patients ont plusieurs de ces processus physiopathologiques simultanés et d'autres peut-être avec des intensités un peu différentes. Et ça veut dire aussi que probablement que pour ces patients, il n'y a pas un traitement qui sied à tous. Aujourd'hui, vous l'avez bien vu, hein, en termes de... On peut faire des parcours diagnostiques vraiment approfondis parce qu'on a des outils diagnostiques, même si ils ne donnent pas d'éléments positifs pour le diagnostic du Covid long, ils nous permettent d'éliminer d'autres pathologies. Mais on ne peut pas dire, ben ouais, telle anomalie biologique ou radiologique qui dit que c'est un Covid long. Et pour les traitements, c'est encore plus compliqué. Et finalement, ce qu'on fait, en tout cas moi, quand on me pose la question, je dis les patients qui vraiment ont récupéré complètement, aujourd'hui je les compte, et j'en ai quand même vu quelques-uns depuis 3 ans et demi, je les compte sur les doigts de la main. La grande majorité a quand même pu s'améliorer, c'est-à-dire qu'en gros, avec la prise en charge, le pacing, la rééducation, un certain nombre de traitements médicamenteux symptomatiques, on peut arriver progressivement, mais ça prend vraiment plusieurs mois et des fois plusieurs années, les faire sortir la tête hors de l'eau, les remettre dans un schéma d'activité professionnelle, même à temps partiel, d'activité personnelle, familiale, mais avec quand même toujours, voilà, il y a toujours l'impression d'un plafond de verre. Et puis il y a des patients qui sont graves d'emblée,
pour qui on essaie d'optimiser l'ensemble des moyens thérapeutiques à disposition, ce que je viens de vous dire, et pour qui, globalement, on n'a pas d'amélioration. Et cela, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de solution thérapeutique, en tout cas pas de solution thérapeutique validée. Donc, sur ces cas-là, moi je pense qu'il faut faire, c'est peut-être se dire, est-ce que on n'est pas passé à côté d'une pathologie? C'est-à-dire, en gros, c'est se remettre en question et peut-être refaire quand même un bilan diagnostique un peu plus complet, ou en tout cas un peu à distance de celui fait initialement, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui est passé à l'as quand on a fait le premier bilan. Moi, c'est la première chose que je ferai, et des fois que je fais quand j'ai ces patients-là. Et après, j'avoue que, alors je sais que sur Internet, on trouve plein de trucs, plein de sollicitations, plein de propositions de prise en charge qui sont absolument pas validées, et encore moins par la Haute Autorité de Santé. J'avoue que moi, je reste dans une démarche un peu conservative, parce que quand même l'objectif, quand on est médecin, c'est primum non nocere, et que mettre des produits ou tester des choses qui ont fait l'objet d'aucune étude, d'aucune évaluation, avec un bénéfice-risque pas évaluable, ou en tout cas pas en faveur du bénéfice, ne me paraît pas aussi aujourd'hui justifié. Voilà. Donc j'ai pas une solution miracle. Peut-être c'est en médecine on soigne bien qu'est-ce qu'on a bien diagnostiqué. Donc peut-être refaire vraiment un gros tour diagnostique sur ces patients-là et voir s'il n'y a pas quelque chose qui finalement ne relève pas du Covid long ou est associé au Covid long. Par exemple, hein, un truc simple, c'est est-ce qu'il n'a pas un lupus avec un neurolupus, quoi. Voilà, ça peut être une hypothèse diagnostique. Mais voilà, donc c'est pas une réponse c'est une réponse complète à mon avis par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du Covid long, mais je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à la question de mon collègue. Merci beaucoup. En réponse justement pour le docteur Jurici, nous avons l'SMR Le Floride qui nous précise, avez-vous tenté notre prise en charge TDCS pour ces patients? Alors, est-ce que vous pourriez expliquer pour ceux qui ne sont pas initiés en quoi consiste cette prise en charge TDCS, s'il vous plaît? Oui, d'abord, je partage totalement la réponse qui vient d'être donnée. Je pense que, en fait, malheureusement, pour certains patients qui sont d'emblée en fait graves, la rééducation n'améliore pas nettement les choses. Par contre, ce que je veux dire, ce sont on parlait de traitements validés, bien sûr, à la TDCS, même la stimulation du nerf vague, ne sont pas vraiment des thérapeutiques validées dans le cadre du Covid long. Par contre, en fait, ce sont des thérapeutiques qui ont été validées ou utilisées dans des pathologies assimilées à des pathologies neurologiques, des troubles cognitifs, des troubles dépressifs, de la fatigabilité. Donc, dans ce cadre-là, en fait, il y a un rationnel qui nous permet de les utiliser dans la prise en charge, notamment avec la faible en fait prévalence d'effets indésirables. Ce sont des traitements qui sont plutôt anodins. Et nous, dans notre expérience au Floride, on utilise beaucoup chez les patients, par exemple chez les Parkinsoniens, chez les AVC, et on a appliqué les mêmes techniques. Ce sont des techniques de stimulation cérébrale. Et il y a quand même un casque d'application sur le crâne, et puis ça permet d'envoyer des courants continus. C'est des techniques connues depuis une centaine d'années, et puis sont en fait décrites au départ, c'était décrit pour la fatigabilité liée à la dépression. En tout cas, il y a beaucoup de publications sur l'efficacité dans l'AVC et le Parkinson pour différentes choses. C'est pour ça, au Floride, on a initié en fait ces techniques avec notre neuropsychologue pour les patients Covid, et on a vraiment eu des résultats intéressants, surtout sur la fatigabilité.
donc les troubles attentionnels, mais bien sûr pas, je dirais pas les troubles de mémoire réellement, hein, dont parle le docteur Jurissi. Mais par contre, quand c'est les troubles de mémoire, n'est pas de vrais troubles de mémoire, mais ils sont attachés plutôt à des troubles attentionnels, ça améliore les choses. Donc voilà, ça c'est notre petite expérience. On a présenté ça quand même dans un congrès de rééducation et un congrès de neuro. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, nous avons aussi une autre remarque d'être concernant le réseau occitanaire qui n'a pas été cité dans les parcours qu'on a vus là ce soir. Donc, effectivement, le réseau occitanaire est sur Montpellier, il me semble. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons le DAC qui nous précise que oui, le DAC oriente aussi, si ça se le justifie, vers ce réseau occitanaire. Voilà, on pourra peut-être aussi compléter notre schéma. Oui, de ce point de vue, Occitanie intervient sur l'est et l'ouest de la région Occitanie, hein. Il présente un gros avantage, c'est celui de la mobilité et a une fonction d'aller vers le patient, mais dans le cadre de la prise en charge. On travaille au niveau de l'Agence régionale de santé avec eux également. On est un peu déçu qu'il n'ait pas été retenu dans le cadre de l'article 51, ça c'est bien dommage, mais ça fait partie des acteurs du dispositif, bien évidemment. Merci. Oui, il y a le DAC qui veut intervenir. Nadia. Oui, moi, c'était juste pour repréciser aussi que parmi les acteurs qu'on n'a pas cités aussi du 66 aussi à l'échelle régionale, aux côtés de l'ARS, aux côtés de Dr Larcher à l'époque, il faut citer notre fédération, la FAX, qui a permis aussi, donc la Fédération des acteurs de la coordination en santé, anciennement Réseau Occitanie, qui a participé à la mise en place de ce parcours au niveau régional et qui permet ce lien justement entre les acteurs et qui réunit toutes les cellules de coordination post-Covid pour voir qu'est-ce qui se passe sur les autres territoires et faire ces retours d'expérience qui sont enrichissants. Et je remercie encore tout ce qu'a pu nous apporter Dr Larcher sur toutes les années 2022-2023 et encore aujourd'hui. Voilà. Non, mais merci pour la remarque et c'est moi qui aurais dû le citer quand on a parlé depuis l'outil diagnostic parce que c'est vraiment un outil sur lequel on a travaillé avec Claire Borek, voilà, avec Boris et voilà, quand je disais pour moi c'était une petite réminiscence d'un passé récent et agréable, c'est parce qu'on a vraiment fait un travail aussi de fond. J'avais un pied dans la RS, un pied avec les DAC et on a eu ces réunions mensuelles où on était quand même très nombreux avec toutes les DAC de la région. Et voilà, il y avait un dynamisme qui, je pense, s'est pas éteint, qui est un peu différent parce que simplement, voilà, les choses ont passé. Mais l'idée aussi avec Éric Donadieu et Sylvain Privat, c'est de remettre vraiment ce dynamisme au maximum parce que je crois qu'il y a aujourd'hui, on a mobilisé, quand on voit, hein, on oublie chaque fois quelqu'un, donc ça veut dire quand même qu'on est nombreux. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à faire ça avec, et juste pour parler de chiffres, hein, en 2024, on a quand même sur la région Occitanie, et on a évalué ça, fait le diagnostic de à peu près 5000 nouveaux patients Covid long. Ce qui veut dire, c'est pas anodin comme chiffre. C'est une vraie différence. Et donc, il faut qu'on continue à ça. Et c'est pour ça que ce soit les établissements, que ce soit les DAC, les CPTS, bref, tous ceux qui sont investis dans ce dispositif, hein, c'est plus un projet, c'est un dispositif. Faut qu'on ait à la fois en tête la qualité de la prise en charge, mais aussi la quantité. Parce que des patients, il y en a, un sous-diagnostic, il y en a, et je pense à des populations comme les personnes âgées, comme les enfants, où on sait qu'on est aujourd'hui clairement en sous-diagnostic. Et donc, sur ces populations-là, il faut qu'on continue à faire un effort important et soutenu. Voilà. Mais merci d'avoir effectivement relevé que la FAX Occitanie était et reste un acteur important sur ce sujet-là. Peut-être je vais juste rajouter juste une chose concernant la FAX Occitanie pour avoir eu l'info qu'elle organise aussi
des formations aussi DPC pour les médecins généralistes sur cette thématique du Covid long, là en Occitanie. Donc on vous enverra aussi toutes les informations. Donc voilà, merci docteur Jurici aussi. Je vois que elle doit nous quitter maintenant. On pense aussi donc, pensez bien à orienter vers l'association Après J20, voilà, qui fait un travail formidable auprès des patients et en termes de ressources. Voilà, donc je vous donne la parole. Vous levez la main. Oui, juste, Oui. juste pour dire un mot à ceux qui étaient présents, vraiment merci d'avoir été présents et vraiment essayez de communiquer autour de vous auprès des professionnels de santé parce que finalement on n'est pas très nombreux en fin de compte, à part les intervenants et quelques-uns. Et on a vu que les chiffres ne convergent pas du tout, c'est-à-dire que les chiffres des patients suivis, que ce soit par le DAC, par le SMIT ou qui sont passés dans les SMR, ne convergent pas du tout avec les chiffres du terrain. Et des patients au niveau de l'association, on en a tous les jours dans le 66, partout. Alors moi, je réoriente aussi, mais l'idée, c'est vraiment de trouver ces patients qui sont en errance médicale et qui le sont depuis longtemps et qui parfois baissent les bras et sortent du parcours de soins et ne font plus du tout appel à la médecine du premier recours. Donc, on est vraiment dans des situations assez dramatiques. Donc, voilà, sur le site Après G20, il y a aussi des affiches qu'on peut imprimer si chaque cabinet médical pouvait imprimer ou paramédical une affiche et la poser, je suis sûre qu'on trouverait énormément de patients qui sont dans la nature. Donc voilà, et en tout cas, je salue encore une fois l'initiative pour ce webinaire de l'ARS, du DAC, de la CPTS-AGI. Merci Jérôme de ton intervention aussi. Voilà, espérons qu'on va pouvoir diffuser ça encore plus largement. Merci beaucoup. Donc voilà, le message, c'est la communication. Faites passer les messages autour de vous. Faites connaître voilà, que ce parcours existe et on a la chance d'avoir justement des ressources importantes sur notre département qui sont, voilà, on pense parfois sous-utilisées. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Je donne peut-être la parole à Monsieur Donadieu pour la conclusion. Oui, je vous remercie, peut-être pas pour la conclusion, mais simplement, effectivement, comme vient de le souligner Sandra, un de nos problèmes, c'est cette diffusion, j'ai coutume de dire, qu'on a une thématique sur l'information, la formation. Ce soir, les absents comptent quelque part, puisque on le voit, on est une vingtaine de personnes et encore merci à tous les participants, mais c'est quand même pour nous un vrai sujet, car quand on met en perspective 20 000 patients potentiels, vingtaine de personnes intéressées et stimulées sur le sujet, euh, il y a un gap. Et ce gap-là, il faut on arrive à trouver des solutions pour aller vers. Parce qu'aujourd'hui, le parcours, il n'est pas figé. Le parcours, il est construit, mais les travaux, ils sont quotidiens. Ils sont quotidiens. Vous allez avoir demain une recommandation HS qui va sortir sur la thématique de la pédiatrie qui est en cours de finalisation hein, et pour laquelle Dr Archer a participé, mais de nombreux pédiatres, des associations d'usagers, nous-mêmes, Agence régionale de santé et les acteurs de la HAS, bien sûr. Il y a des actions qui ont été portées. Tout à l'heure, j'entendais que les cas de plus en plus jeunes sortaient et peut-être qu'il y aura un parallèle à faire avec cette reco HAS et que les professionnels de santé mettront des mots sur les mots rencontrés par leurs patients lors des diagnostics. Donc il y a un travail qui a été fait auprès de l'Éducation nationale en créant une fiche diagnostic entre guillemets à disposition des personnels médicaux pour orienter derrière les jeunes patients vers la médecine de ville et vers le parcours.
Il y a du travail qui est en train d'être réalisé auprès de la médecine militaire au sens large, hein, qui couvre également la gendarmerie, parce qu'il y a des problématiques de Covid long sur ces populations. Il y a un travail dont on n'a pas parlé, Jérôme, mais pour lequel il est partie prenante, qui est fait à l'échelle européenne sur les moyens diagnostiqués, le suivi du Covid long et les symptômes. Donc, vous voyez, au quotidien, on continue à avancer sur les sujets. Il y a le travail qui est fait auprès des autres CPTS de la région. Aujourd'hui même, je disais à Madame Barande qu'on a été contacté par 2 CPTS, plus les médecins du travail qui souhaitent qu'on vienne leur présenter le parcours et que Jérôme aille plus avant sur le champ scientifique. Et puis on a un DGRS qui est partie prenante, hein, je vous disais tout à l'heure, avant que Jérôme reprenne le son, qui a fait le choix fort d'investir, de retenir 2 millions d'euros sur son budget FIR et de l'affecter à cette région pour éviter les errances et garantir une prise en charge au plus près des acteurs. Donc, oui, il faut diffuser, il faut parler, il faut échanger. Tous les canaux sont bons, tous les canaux sont importants. Jérôme mettait en avant des perspectives qui sont quand même pas très très rigolotes, hein. J'entendais parler d'Alzheimer, j'entendais parler d'autres conséquences et ça, ben, au niveau national, ça reste un peu sous le tapis. Et je pense qu'à un moment donné, il nous appartient, et les uns et les autres, ben, de faire avancer le sujet par nos moyens, par les assos, par l'action que vous pouvez mener auprès des médecins que vous connaissez, des personnels de santé au sens large, mais aussi paramédicaux, parce que ils sont partie prenante du dispositif, on l'a vu. Donc voilà, on a quand même espoir et on continue ce combat qui n'a pas été facile parce qu'au début, on nous a pris un peu pour des fous. Rappelez-vous que le Covid long, c'était une manifestation psychosomatique, hein. Nos amis parisiens qui savent tout mieux que les autres l'avaient ainsi qualifié. Et donc, ben, nous, on est parti sur un autre terrain et force est de constater que les non-parisiens n'avaient peut-être pas si tort que ça. Et les données scientifiques, en tout cas, nous donnent raison. Donc, il y a de l'espoir. Et cet espoir, il faut le porter ensemble et diffuser au plus large l'existence de ces outils, de vos engagements pour la santé publique, que l'Agence régionale de santé pour laquelle je travaille porte et a ancré en elle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour l'ami aussi du DAC. Conclure. Alors oui, juste, je ne sais pas si Roxane, tu veux ajouter ou prendre la parole par rapport à l'équipe. Peut-être, effectivement, pour rebondir avec ce que disait Mme Guerrero, nous, ce qu'on constate, c'est que on a un peu de gens qui viennent à nous, mais parce que souvent, voilà, l'état d'avancement de la maladie a fait que ces patients sont exclus des parcours de santé habituels, qu'ils se retrouvent dans une grande précarité. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, ce sont ces patients-là qu'il faut arriver à capter. Et c'est tout aussi notre travail du DAC au niveau de notre assistante de coordination, le travail d'évaluer en fonction des symptômes partagés et des propos émis par les patients ou leur entourage, justement à nous aussi de travailler sur l'analyse, cette primo-évaluation pour pouvoir aller creuser un petit peu plus et pouvoir capter ces patients et les orienter. Et le travail de nos référents de parcours, c'est évidemment d'être en appui au moment justement du diagnostic pour ne pas perdre ces patients aussi qui sont en errance, qui ont été orientés et qui ont parfois aussi une perte d'autonomie qui les empêche d'aller jusqu'au bout du processus. Voilà.
En tout cas, pour le DAC, même si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous appeler. C'est tout le travail de l'équipe d'analyser et d'évaluer la demande et d'assurer l'orientation pour assurer éventuellement une prise en charge. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment nous contacter. On est là à votre service. Et c'est vraiment, je pense, le leitmotiv de cette soirée. Nous sommes tous autour de la table à votre service. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Je pense que ça a été complet. Le message est passé. Vous allez recevoir de toute façon toutes les informations pour, à votre tour, pouvoir communiquer autour de vous. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, on reste en contact. Vous serez en lien de toute façon, puisque le groupe de travail mis en place avec le DAC et la CPTS Agli voilà, se recontactera pour la mise en place d'une stratégie justement de communication sur le département des Pyrénées-Orientales. Merci à tous. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.